Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous mettre au parfum de l'actualité de ce 15 juin 2026. Mais avant les titres. Diplomatie tchadienne, le ministre des Affaires étrangères face aux sénateurs. 7e arrondissement de N'Djamena, lancement du plan de développement communal 2026-2030. Et puis intelligence artificielle, la cellule permanente renforce les capacités de ses agents. C'est tout pour les titres, bienvenue. Les enjeux diplomatiques et la défense des intérêts du Tchad sur la scène internationale étaient au cœur des échanges ce 15 juin au Sénat. Les sénateurs ont auditionné le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, dans le cadre d'une question orale avec débat. Cette séance a permis d'aborder plusieurs préoccupations liées à la politique étrangère du pays et à son positionnement dans les relations internationales. Dès la Nathalie. À l'initiative de la sénatrice Mariam Ahmad Djemil, cette séance plénière a permis aux sénateurs d'interroger le chef de la diplomatie tchadienne sur les principales difficultés auxquelles fait face le pays sur la scène internationale. Répondant aux préoccupations des parlementaires, le ministre d'État, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul, a notamment évoqué la faible représentation des cadres tchadiens au sein des grandes institutions internationales, notamment à l'Organisation des Nations Unies, à l'Union africaine et dans plusieurs agences spécialisées. Selon lui, cette situation constitue un handicap majeur pour le Tchad qui peine à occuper des postes stratégiques, cible de renforcer son influence diplomatique, son accès aux financements internationaux et sa visibilité sur la scène mondiale. Les échanges ont également porté sur la protection des ressortissants tchadiens vivant à l'étranger ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour mieux défendre les intérêts nationaux dans un contexte international marqué par de nombreux défis. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale prévu par l'article 254 de la Constitution et l'article du règlement intérieur du Sénat. Dans un contexte marqué par l'essor rapide des technologies numériques, la cellule permanente a organisé ce 15 juin 2026 une formation consacrée à l'intelligence artificielle sous le thème « Comprendre l'intelligence artificielle ». Concept, application et enjeux. Cette session a permis aux participants de mieux appréhender les fondements de l'IA, ses domaines d'application ainsi que les défis qu'elle pose à l'ère de la transformation numérique. Les détails dans ce reportage d'Ashtar Ramadan Kalbassou. La salle de la réunion de la cellule permanente a servi de cadre ce lundi 15 juin 2026 à l'ouverture d'une session de formation consacrée à l'intelligence artificielle. Placée sous le thème « Comprendre l'intelligence artificielle », concept, application et enjeux. Cette rencontre a réuni plusieurs participants venus approfondir leurs connaissances sur cette technologie qui transforme progressivement les modes de travail et de communication. Dans son discours d'ouverture, le coordinateur national de la cellule permanente a souligné que l'intelligence artificielle n'est plus une technologie du futur, mais une réalité déjà présente dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Nous vivons donc une période de profonde mutation technologique. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne, mais aussi quelles sont ses opportunités et ses limites. L'objectif n'est pas seulement de maîtriser un nouvel outil, mais de développer les conséquences, les compétences nécessaires pour évoluer dans un monde de plus en plus numérique. Tout au long de cette session, les participants auront l'occasion d'échanger avec les formateurs, de partager leurs expériences et acquérir des connaissances pratiques susceptibles et d'être appliquées dans leurs activités professionnelles et personnelles. La prolifération des médias en ligne suscite des préoccupations quant au respect des règles qui encadrent la profession journalistique au Tchad. Invité des médias publics, le ministre de la Communication et de l'Information, porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mamad, s'est exprimé sur les difficultés de régulation de ce secteur en pleine expansion. Nous l'écoutons. Dans le foisonnement de nouveaux médias, comme vous l'avez dit, chaque jour il y a de nouveaux médias qui sont créés. Il y a la tentation de la facilité. Les gens veulent plus aller très vite à des médias sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux communément,
pour que l'information soit diffusée tout de suite à l'instant T. C'est cette facilité-là qui fait que les gens préfèrent, dans la facilité, donner la primeur de l'information à des médias privés, souvent les réseaux sociaux, etc. Il y a deux dimensions dans cela. Il y a d'abord la question de la publicité personnelle. Moi, je le dis, vraiment, c'est une analyse en tant que journaliste aussi, pas seulement en tant que ministre. Il y a la dimension personnelle. J'ai mené une activité, il faut que je me mette tout de suite en scène, il faut que je montre que je travaille à travers la mise en scène. Deuxièmement, il y a une stratégie politique derrière. Il faut, dans la stratégie politique, il faut aller vite, il faut mettre en place une course à l'échalote. C'est-à-dire que moi, je suis le premier à avoir informé, je suis le premier qui travaille. Donc, toutes ces dimensions-là font que, aujourd'hui, on ne donne pas forcément la primeur de l'information à des médias d'État. Je vous ai parlé de l'ATP tout à l'heure. J'ai parlé un peu de long en large de l'ATP. L'ATP, c'est la source première de l'information de l'État. Vous avez l'équivalent de l'ATP partout en Afrique. Nous avons signé récemment un contrat, un accord avec l'APS, qui est l'équivalent de l'ATP en Algérie, il y a l'AFP, etc. Dans les autres pays, on donne d'abord la primeur de l'information aux médias d'État, surtout les agences de presse d'État. C'est ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Mais moi, depuis que je suis ministre, je m'attelle vraiment à ce que la primeur de l'information revienne à l'ATP. D'où la stratégie qu'on a mise en place pour relancer le journal, alors qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour passer au format quotidien. La commune du 7e arrondissement de N'Djamena a officiellement lancé ce lundi 15 juin le processus d'élaboration de son plan de développement communal 2026-2030. Ce document stratégique articulé autour des infrastructures de base, des services sociaux et du développement local vise à répondre aux besoins prioritaires des populations et à impulser une dynamique de croissance durable dans l'arrondissement. Yaktibo Emmanuel revient plus en détail. Le 7e arrondissement, l'un des plus grands de la capitale tchadienne, veut s'y doter d'un outil d'orientation, le plan de développement communal. Les autorités communales, avec les experts en gouvernance locale, l'ont pensé sur 3 axes: les infrastructures de base, les services sociaux et le développement local pour une durée de 5 ans. Du PDC 2026-2030, le maire Adoum Hassan Dime voit un défi mesuré basé sur les orientations de développement national et la volonté de rendre plus moderne le 7e arrondissement. Le 7e arrondissement connaît aujourd'hui une croissance rapide. Cette évaluation constitue une opportunité pour notre développement, mais en même temps un défi. Le développement local est l'affaire de tous. Il doit être le résultat d'une mobilisation de l'ensemble des citoyens. Si la municipalité appelle à la conjugaison d'efforts, comme dit le slogan « Ensemble pour bâtir le 7e arrondissement de demain », la subvention de l'État accordée aux communes d'arrondissement devra jouer pleinement dans ce plan. Ce n'est pas une manne, cette subvention, ni un bonus. C'est un appui budgétaire ciblé, cadré par la loi et destiné à transformer concrètement la vie de nos concitoyens. Ce plan de développement dont nous lançons aujourd'hui doit rentrer dans l'intérêt général de la commune du 7e arrondissement. Le plan de développement n'est pas une propriété de la commune, mais c'est pour toute la population du 7e arrondissement. Les inondations répétées, la mauvaise gestion des déchets, l'inaccessibilité aux services sociaux de base, la non-formation des jeunes pourraient devenir un mauvais souvenir, mais la commune devra mettre les bouchées doubles afin de trouver des solutions les plus idéales pour relever les défis. Lançons le processus d'élaboration du plan de développement communal. La déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodiana, a salué un instrument essentiel de gouvernance locale. Suivez. Le plan de développement communal constitue un instrument essentiel de gouvernance locale. Il permet non seulement d'identifier les besoins prioritaires des populations, mais également de planifier les actions de développement de manière rationnelle et concertée. Concertée parce que tous les acteurs doivent participer à cette élaboration
doivent réfléchir avec les responsables de la commune de 7e arrondissement, doivent dire ce qu'ils pensent du développement de leur arrondissement. Donc, ils offrent une vision claire de l'avenir de la commune et constituent un cadre de référence pour la mobilisation des ressources et l'intervention des partenaires. Dans notre arrondissement, s'il y a des gens qui connaissent des partenaires qui peuvent nous accompagner dans ce plan, ils peuvent bien le faire. Dans un contexte marqué par de nombreux défis, vous-même vous le savez, donc il est indispensable que nos collectivités territoriales disposent de cet outil. Après la fin des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2026, l'heure est désormais à la correction des copies. Les travaux ont débuté ce 15 juin 2026 dans plusieurs centres de correction à N'Djamena. Au centre du lycée Sacré-Cœur, où notre équipe s'est rendue, les opérations se déroulent dans des conditions optimales. Cette étape cruciale du processus d'évaluation s'étendra sur une semaine. Minganodi Ngoul, Olga. La correction des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2026 a débuté ce lundi dans plusieurs centres de correction de la capitale, répartis selon les différentes disciplines. Au lycée Sacré-Cœur de N'Djamena, l'un des principaux centres de correction, l'activité a démarré dès les premières heures de la matinée. Correcteurs et vérificateurs venus de diverses provinces du pays et ceux de N'Djamena ont progressivement pris place dans la grande salle aménagée à cet effet. Sous la supervision de la commission de correction, les lots de copies, soigneusement classés par série et par matière, ont été distribués aux équipes. Le centre du lycée Sacré-Cœur est exclusivement dédié à la correction des épreuves de philosophie. Il prend en charge les copies des séries A4, A arabe, ainsi que celles des séries scientifiques. Le coordonnateur du centre, Zouyane Abel, en donne les détails. L'estimation monte à 92 390 copies qu'on doit corriger. Nous avons 393 correcteurs et vérificateurs confondus qui doivent donc corriger ces copies en 6 jours, à raison de 50 copies par jour. Cette étape cruciale du processus d'évaluation exige rigueur, impartialité et concentration. Derrière chaque copie se trouvent des espoirs, des milliers de candidats qui attendent avec impatience les résultats de plusieurs années d'efforts. La correction des épreuves devrait s'achever dans un délai maximal d'une semaine. Rendons-nous cette fois-ci à Koumra pour parler d'éducation. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres œuvre pour une meilleure orientation scolaire à travers le renforcement des capacités des directeurs et directrices d'écoles de la province du Mandoul. Les détails avec Dominique Didéo. Plusieurs jours après leur renforcement des capacités par l'IFADEM, dans sa composante 3, les directeurs et directrices d'école sont désormais maîtres de leur destin face à la gestion des classes et la gestion administrative, mais aussi dans l'équité de la question du genre dans leurs circonscriptions respectives. À cette occasion, quelques actes de remerciement ont été pris en faveur du gouvernement, des partenaires et des formateurs. Ainsi, un acte de recommandation présenté ici par Gassengue Timaïga, représentant les participants. Au gouvernement du Tchad, accompagner le projet IFADEM à son terme et prendre des dispositions nécessaires pour pérenniser la formation des directeurs, directrices et chargés d'école. Solliciter l'appui technique et financier d'autres partenaires en matière de formation des directeurs, directrices et chargés d'école. Promouvoir la nomination des femmes au poste de directrices d'école. Aux partenaires techniques et financiers, continuer à appuyer le gouvernement à travers IFADEM. Madame Rou Irine Ngonadjingar Toussoum, responsable de la composante 3 IFADEM Tchad, se réjouit du climat et du travail avant de dire ceci. Ce premier regroupement de la deuxième cohorte de la composante 3 du programme IFADEM Tchad phase 1 constitue une étape importante dans le renforcement des compétences professionnelles et dans l'amélioration de la qualité de l'éducation au sein de vos établissements. Les connaissances acquises représentent autant
d'atouts que vous êtes désormais appelés à valoriser sur le terrain. Clôturant les assises, Abakar Saria, inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique du Mandoul oriental, invite les participants à capitaliser ces acquis au service de l'école. Vous avez pris part à des échanges riches et constructifs, axés sur le renforcement des compétences professionnelles, l'amélioration des pratiques de gestion scolaire et le perfectionnement de l'accompagnement pédagogique des établissements. Les acquis issus de ces travaux constituent une base importante pour améliorer le fonctionnement des écoles et renforcer la qualité des apprentissages. Les directeurs et directrices d'école sont désormais outillés afin de redonner une lettre de noblesse à l'éducation dans le Mandoul. Toujours à Koumra, place à la formation professionnelle. 112 candidats du Centre de formation technique et professionnelle du Mandoul composent ce 15 juin 2026 les épreuves écrites de l'examen de sortie en vue de l'obtention de leur diplôme professionnel. Le lancement a été effectué par le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Ndjedouboum. Dominique Didéo, une fois de plus. Afin d'obtenir leur diplôme de fin de formation technique et professionnelle, ce sont au total 112 candidats dont 24 filles qui sont appelés à composer cet examen au Centre de formation technique et professionnelle de Koumra. L'obtention de ces diplômes professionnels s'inscrit dans le cadre de la dynamique d'offrir un métier structurant aux apprenants pour une insertion socio-professionnelle et entrepreneuriale. Cet examen est lancé par le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Ndjedouboum, en présence de la deuxième secrétaire de séance du conseil provincial du Mandoul, Madame Djerema Tangar Bertine et du corps enseignant. Ndjebolo Josias, directeur du centre de formation technique et professionnelle de Koumra, dans son liminaire a fait la genèse de cet examen avant de présenter la situation des candidats de son centre. Ce diplôme a été instauré en 2005 et les premiers diplômés sont sortis en 2011. Et avec la réforme, le gouvernement a jugé mieux de mettre terme à ces diplômes et changer les termes. Donc peut-être l'année prochaine, nous allons lancer cet examen-là sous forme de CSP, CAP et BEP. Cette année, nous avons 112 candidats, dont 24 filles. Vous allez trouver aussi des fonctionnaires qui se sont donnés pour apprendre un métier. Lançant officiellement les épreuves, le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Ndjedouboum, appelle les candidats à un travail consensueux pour mériter le diplôme, car il s'agit de leur carrière. La formation professionnelle prépare donc un pays pour le futur. Vous êtes sans ignorer que la fonction publique ne prendra pas tous les diplômés. C'est pourquoi ces genres de formations doivent être vraiment prises au sérieux pour la reconversion des fonctionnaires, tout comme pour les nouveaux apprenants. Pour cela, je vous appelle au sérieux, travaillez convenablement, soyez sereins, pas de tricherie. Cet examen qui est une porte de sortie et de mise en application professionnelle des acquis après formation théorique et professionnelle qui répond aux standards de la formation professionnelle est supervisé par Madame Mariam Yaïba Honorine de la direction de l'enseignement professionnel. Chaque 15 juin, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la faim. Cette commémoration vise à sensibiliser les populations et les décideurs à l'importance d'une action collective pour combattre l'insécurité alimentaire, prévenir les maladies liées à la malnutrition et réduire les facteurs qui aggravent la faim à travers le monde. Mikila Odette. Instaurée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la Journée mondiale de lutte contre la faim s'inscrit dans les objectifs du développement durable adoptés en 2015 par les 193 États membres de l'ONU. Dans un contexte de plus en plus préoccupant, notamment en Afrique, la baisse continue des financements internationaux, conjuguée à la réduction drastique de l'aide américaine, complique davantage la lutte contre la faim et la malnutrition, une situation aggravée par les effets des changements climatiques et la multiplication des conflits régionaux dans de nombreuses régions du monde. Les conflits, les crises répétitions, le manque d'infrastructures adéquates et la pauvreté privent des millions de familles d'un accès régulier à une alimentation suffisante et de qualité. Selon les données de l'UNICEF, en 2025, 35,5 millions d'enfants de moins de 5 ans souffraient de la malnutrition aiguë dans 23 pays au monde.
Parmi eux, près de 10 millions étaient atteints d'émaciation sévère, la forme la plus grave de la malnutrition. Les enfants souffrant d'émaciation sévère présentent un risque de décès jusqu'à 12 fois plus élevé que les enfants correctement nourris. Par ailleurs, 9,2 millions de femmes enceintes ou allaitantes étaient également touchées par la malnutrition aiguë. Face à cette situation alarmante, la lutte contre la faim demeure un combat commun qui nécessite l'engagement des gouvernements, des organisations humanitaires et de l'ensemble de la communauté internationale. Rendons-nous au Cameroun, à Ngaoundéré. Précisément, la communauté Béribourg a célébré hier la 9e édition de sa soirée culturelle dans un hôtel de la ville. Enseignants, chercheurs, docteurs, étudiants, élèves et invités de marque ont répondu présents à ce rendez-vous dédié à la valorisation et à la préservation du patrimoine culturel à l'ère du numérique. Notre correspondant sur place, Al-Alim Moussa Mamad, revient en détail. On l'écoute. Valoriser la culture, transmettre les savoirs ancestraux et promouvoir l'identité Béribourg auprès des jeunes générations. Tels sont les objectifs de cette journée culturelle organisée par la communauté Béribourg d'Ngaoundéré. Placée sous le thème « La pérennisation de la richesse culturelle Zakawa à l'ère du numérique ». Cette rencontre a mobilisé un public nombreux composé d'anciens chercheurs, d'étudiants, d'élèves, des stagiaires et des cadres de la communauté. Pour les organisateurs, il s'agit de créer un cadre d'échange favorisant les sauvegardes des valeurs culturelles, tout en mettant en profit les opportunités qu'offre le numérique. Selon Tahir Omar Guem, secrétaire général de l'association, plusieurs activités culturelles et éducatives ont été mises en œuvre afin de sensibiliser les membres de la communauté à l'importance de la préservation de leur patrimoine culturel. Cet événement n'est pas seulement un moment de détente, mais aussi et surtout un moment privilégié de rassemblement, de transmission et de valorisation de notre culture. Présent à cette cérémonie, Issa Youssouf Hamid, président de l'Union des étudiants tchadiens de l'Université d'Ngaoundéré, a salué cette initiative qu'il considère comme un exemple à suivre pour les autres communautés estudiantines. La journée a également été marquée par des prestations de danse traditionnelles, des démonstrations linguistiques, ainsi que la présentation des lettres alphabétiques en langue Béribourg, illustrant les efforts engagés pour promouvoir et préserver cette langue. Pour Mohamed Nour Daoud Diogoui, président de la dite association, cette rencontre va bien au-delà d'une simple célébration culturelle. La communauté Béré est connue pour sa solidarité, son respect des traditions, son courage et son attachement aux valeurs sociales et familiales. Notre culture est une richesse qu'il faut préserver, protéger et transmettre avec dignité. À travers nos danses, nos tenues vestimentaires, notre langue et... Autre moment marquant de cette journée, la distinction des meilleurs élèves et étudiants de la communauté pour leurs performances académiques. À travers cette initiative, les organisateurs entendent promouvoir le mérite, le travail et la persévérance au sein de la jeunesse. En République démocratique du Congo, 2 opposants ont été blessés lors des manifestations contre la réforme constitutionnelle. Au Mondial 2026, la Côte d'Ivoire s'est imposée de justesse tandis que la Tunisie a subi une lourde défaite. Aux États-Unis, le président Donald Trump a célébré ses 80 ans avec un combat de UFC organisé à la Maison-Blanche. C'est l'essentiel de l'actualité internationale de ce 15 juin avec Haturingi Marie-Noël. En football, la Côte d'Ivoire a créé l'une des plus grandes surprises de la Coupe du Monde 2026 en s'imposant face à l'Équateur sur le score d'1-0. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Amad Diallo à la 90e minute au stade de Philadelphie. De retour en Coupe du Monde pour la première fois depuis 2014, les éléphants ont mis fin à une série de 19 matchs sans défaite de l'Équateur. À l'issue de la rencontre, les supporters ivoiriens ont célébré cette victoire historique dans une ambiance de fête aux abords du stade. Aux États-Unis, le président Donald Trump a célébré dimanche son 80e anniversaire. À cette occasion, il a salué un accord préliminaire destiné à mettre fin à la guerre en Iran et a assisté à une soirée de combat organisée par l'Ultimate Fighting Championship sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes. Moi, je vous dis à demain, Inch'Allah.